Et on enchaîne avec un autre essai, un essai d'économie cette fois qui a véritablement séduit tout le monde, les experts comme les béotiens. Homo economicus de l'économiste Daniel Cohen, comme toujours avec lui, c'est talentueux et accessible. On y comprend que l'économie est devenue folle et que surtout l'économie a oublié une notion fondamentale, celle du bonheur. On ne crée plus de la richesse dans le but d'être plus heureux. Tout de suite rencontre avec un merveilleux professeur d'économie. L'économiste, normalement, œuvre au bonheur, même s'il sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que la prospérité pour y parvenir, mais l'implicite est que plus une société devient prospère, ça paraît complètement évident quand on le dit, plus on offrira des degrés de liberté additionnels aux gens et plus, au bout du compte, on sera heureux. Il a fallu une révolution copernicienne qui s'est produite depuis maintenant 20 ou 30 ans dans la façon d'appréhender le problème pour que les économistes se rendent compte que non seulement ça n'était pas vrai, la prospérité entraîne le bonheur, mais en plus, parfois, notamment aux États-Unis, c'est le contraire. La prospérité s'accompagne d'une dégradation du bonheur. De quand vous la datez, cette déconnexion justement entre la notion de bonheur et de prospérité? En fait, bon, il y a un débat sur la question de savoir si c'est à partir de quand ou si c'est à partir de quel niveau de richesse une déconnexion s'établit. Mais pour prendre une enquête très récente qui a été faite, en Chine aujourd'hui, on a fait une analyse de ce qui s'est produit depuis 20 ans. Et on sait que la Chine, depuis 20 ans, depuis le début des années 90, connaît un taux de croissance exceptionnel. Plus 10% chaque année. Ça veut dire qu'en cumulé, sur 20 ans, la Chine est 4 fois plus riche qu'elle n'était en 90. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais dans l'histoire une expérience naturelle, pour parler comme les biologistes, aussi claire que celle-là. Que disent les statistiques? Malgré une augmentation invraisemblable de leur richesse, les Chinois en moyenne ne sont pas plus heureux. Alors c'est vrai que le tiers supérieur est plus heureux, mais le tiers inférieur, les moins et dans les mêmes proportions, le tiers médian stagne. Donc là, on a à l'œil nu la démonstration de cette absence de corrélation entre la prospérité, la croissance et le degré de satisfaction. C'est un problème de... I think economical prosperity gives some. Je trouve que la prospérité économique nous apporte déjà un sentiment d'ennui, qu'elle apporte un énorme vide spirituel et inspire une insupportable lassitude, surtout chez les intellectuels. Mais je crois, pas seulement chez les intellectuels, mais aussi parmi les jeunes générations et une bonne part de la population. Je crois qu'actuellement, nous sommes toujours insatisfaits, jamais contents, et nous ne pouvons faire confiance à une telle prospérité économique. Nous héritons de la tradition des samouraïs qui vivaient pour l'honneur et le spirituel, et qui, vous savez, méprisaient l'argent. Yukio Mishima était interviewé en tant que représentant de cette jeunesse japonaise. They're living at just present moment, and they never think about futures. They never think about past, and they're always jumping and jumping from moment to moment. You see. Well, do you think they're going to find a purpose? I hope so, and it is also my program, my own program. Mais j'ai vu des gens formidables. En Colombie, j'ai vu des paysans gratter la terre. Au milieu de rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, quoi. Il y avait le bonheur qui brillait dans leurs yeux. Ils étaient heureux d'être là, ils étaient heureux de vivre. L'humanité, elle peut être vachement belle, elle est belle. Mais il y a des gens qui rendent l'humanité moche. Ce rythme de vie malade, consumériste, dépressif. Je parle aux gens qui sont plus âgés que moi. Vous avez peut-être un souvenir d'une société où même si les conditions matérielles pouvaient être un peu plus dures, mais peut-être vous rappelez-vous d'une société qui portait un peu plus de joie de vivre. Vous savez, j'ai eu un choc dans ma vie, un choc terrible. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai rencontré dans son pays, au Cambodge, pays auquel je suis extrêmement attaché, le dénuement et le bonheur de ces gens. M'ont mis dans des abîmes de perplexité. Comment peuvent-ils souffrir autant et sourire autant? Et pourquoi je fais tout le temps cette gueule d'enterrement? Et je vous
vous englobez tous, sans vous connaître à titre personnel, mais à titre de peuple, c'est vrai qu'on fait la gueule, nous les Européens de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui est cassé en nous? Eh oui. Les gens étaient bien plus heureux dans le temps. Ils savaient se contenter de peu. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ben... Nous sommes, je le disais tout à l'heure, dans une société bloquée. Nous sommes au sein d'une problématique qui est une problématique essentiellement économisante, c'est-à-dire qui considère que toute la finalité sociale doit se réduire à une perspective économique. Et je trouve que c'est une chose extrêmement inquiétante. Vous avez d'un côté une majorité qui dit que pour parvenir au bien-être commun, pour parvenir à un plus grand pouvoir d'achat, il convient d'appliquer telle ou telle solution économique, et puis une gauche qui, en face de cela, va proposer d'autres méthodes, le recours en nationalisation, une économie plus encadrée, etc. Mais sur les finalités, en somme, tout le monde est d'accord. Il s'agit toujours que l'on ouvre le catalogue des propositions de la majorité ou que l'on ouvre le programme commun, il s'agit toujours de la retraite vieillesse, il s'agit toujours du SMIC, du pouvoir d'achat, de ceci, de cela, toutes choses dont je ne méconnais pas, bien sûr, l'importance, mais dont il me paraît extrêmement grave de ramener toute la finalité sociale à cela. Et d'ailleurs, depuis 2000 ans, la situation matérielle de l'homme s'est considérablement transformée. Je crois pouvoir dire que malgré tout, elle s'est quand même améliorée par rapport à ce qu'elle a pu être dans les siècles précédents, même si beaucoup de choses restent encore à faire aujourd'hui. Or, est-ce que l'on constate, et pour moi c'est la question fondamentale, est-ce que l'on constate une évolution corrélative du bonheur individuel? Est-ce que les gens sont plus heureux? Est-ce que les gens ont moins de problèmes? Est-ce que les gens se sentent mieux? On s'aperçoit au contraire que non seulement ils ne se sentent pas mieux, que ça ne s'améliore pas, mais que le malaise semble être de plus en plus grand. Alors, si le malaise est de plus en plus grand, alors même que les conditions de vie matérielles évoluent, eh bien alors, c'est que ce malaise a d'autres causes que les problèmes purement économiques, que c'est le problème du sens de la vie, que c'est le problème du sens de l'existence, que c'est le problème des grandes options fondamentales qui donnent une signification à l'existence. L'époque des médias est en même temps l'époque de la solitude. Ça, c'est une des choses très importantes que soulignent les très jeunes. Les révoltes d'étudiants, ce que l'on a appelé, et c'est bien avant vous, les rebelles sans cause qui se sont révoltés à Stockholm en 1953. C'est la première fois qu'il y a eu une révolte de jeunes sans cause. Ils avaient tout. Ils étaient très heureux. Ils vivaient dans une bonne société. Ils n'avaient besoin de rien. Et tout d'un coup, la nuit de la Saint-Sylvestre, ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé. On n'a rien compris. Parce qu'ils avaient besoin d'autre chose que de consommer, que de ce qu'offrait la technique. Quand l'homme perd la motivation profonde de sa vie, il peut y avoir deux choses. Rarement, il accepte que ce soit vrai, que ce soit comme ça. Et dans ce cas, il est tenté par le suicide. Ou bien, il va essayer de s'enfuir dans le divertissement, nous en avons parlé, ou bien il va être déprimé, dépressif, et il va prendre des remèdes. Alors, quand l'homme prend conscience, il vit ce que la plupart des hommes de notre Occident vivent, c'est-à-dire ils sont très déprimés et découragés. Alors ils préfèrent
Ne pas regarder la chose, ne pas regarder la question et continuer. On roule de plus en plus vite. On ne sait pas où on va, pourvu qu'on aille très vite. D'un côté, on dit General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr. Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, enfin c'est quand même aberrant. Quand on a la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu en gros ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devons être de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement, mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. On ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote déjà avait dit, attention, ne confondez pas l'économique, qui vient de l'oikos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique et créma athos, l'accumulation de l'argent. Alors ça nous amène à la question de l'éducation. En éducation aujourd'hui, jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote? Qui connaît Aristote? Qui lit Aristote? Alors, si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde, c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire.
Donc des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire je souffre en plus. Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire je ne suis pas un être humain. Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain. Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau.